bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je m'attendais à être quasi tout seul, vu que le Web3 est passé un petit peu de mode. Alors moi qui ai intitulé mon bouquin La vague Web3, on est en plein creux de la vague justement. Bon, c'est la courbe de Garner, hein, on doit être au creux. J'espère que d'ici quelques mois, le Web3 reprendra du poil de la bête. Et puis en plus, j'ai une grosse concurrence, je crois, dans le carré 1 où il y a une conférence sur l'avenir du marketing digital. Donc enfin, dans tous les cas, merci d'être là. Bon, alors je vais un peu tricher parce que j'ai quelques potes là qui sont, qui sont présents, mais c'est bien que vous soyez là. Allez, on va commencer. Donc je me présente très rapidement. Donc moi, je suis un passionné du web, hein. J'ai démarré ma carrière aux alentours de 95. J'ai commencé en solopreneur, même si à l'époque c'était pas trop à la mode. Et donc j'ai accompagné mes clients, notamment sur tout ce qui était marketing de contenu. Alors je ne sais pas si on appelait ça encore du marketing de contenu, mais j'avais eu ce pressentiment que le contenu allait être un des canaux, un des vecteurs absolument essentiels pour que les marques puissent bien s'exprimer. Et puis de fil en aiguille, j'ai réalisé des sites internet. Et puis après j'ai créé une agence en 2000 que j'ai pilotée jusqu'en 2015, que j'ai revendue en 2015. Et depuis, je suis revenu solopreneur. Ouais, j'accompagne des marques sur des programmes de mentoring. Alors justement, quand on va parler de Web3, c'est bien de replonger un petit peu dans l'histoire du web pour s'apercevoir que finalement ce fameux Web3 émerge pas de nulle part et que c'est une forme de continuité et que le Web3 vient un peu reculer finalement les limites de la digitalisation qu'on connaît actuellement. Alors le Web 1, je pense que on a pas mal d'entre vous qui a dû le connaître. Enfin, dans tous les cas, les gens qui ont mon âge l'ont connu. Alors, la grosse disruption, hein, pour moi, du Web 3, du Web 1, c'était l'accessibilité à l'information. L'information était jusque-là un peu l'apanage des savants, des sachants, des gens qui avaient le pouvoir. Et puis, du jour au lendemain, l'information a été accessible d'un simple clic. Alors, qu'est-ce que ça a imposé aux marques? Essentiellement, la disruption principale pour moi, ça a été celle de la transparence. Les marques ont dû commencer à s'exprimer à travers un site web et via ce site web à travers du contenu. Et d'ailleurs, quand je réalisais des sites web, une des grosses objections de mes clients, c'était de dire « Ah mais Stéphane, si on dit tout, on va renseigner la concurrence, donc c'est pas bon ». Bon, voilà, donc il fallait jouer sur cette fameuse balance, qu'est-ce qu'on va dire de suffisant pour aller renseigner ses clients, sans trop en dire pour pas non plus alimenter la concurrence. Mais on voit que malgré tout, les acteurs qui ont fait acte de transparence se sont, entre guillemets, digitalisés plus rapidement et ont mieux compris finalement ces nouveaux canaux. Arrivée du Web 2, alors donc là on reste sur un web qui est ce qu'on appelle un web en lecture, hein, donc le read web, donc jusqu'aux environs 2004, et puis en 2004, donc apparition des forums, des blogs notamment, puis un peu après des médias sociaux. Et là, deuxième disruption, c'est que finalement, nous, consommateurs, on avait le loisir à la fois d'accéder au contenu, mais également d'en produire très très facilement. Et donc, bien évidemment, on a commencé à réagir à des pratiques, quand on les trouvait notamment, à réagir négativement sur des pratiques de marques qui ne nous semblaient pas tout à fait très honnêtes ou très transparentes. Donc ça a été l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, des bad buzz, notamment il y avait eu un buzz kryptonite là, qui était donc des antivols pour les motos, et puis il y avait un internaute qui avait réussi à craquer l'antivol avec, je crois, un stylo bic. Il en avait fait une petite vidéo qui avait été reproduite par d'autres internautes, et donc ça fait un buzz mondial, et la société a quasi disparu à cause de ça. Et puis aujourd'hui, donc on voit l'émergence du Web 3. Alors ça a été très à la mode il y a quelques temps, parce que beaucoup de buzz. Finalement, on retrouve un peu le même principe que le Web 1, hein, avec, pour ceux qui ont connu ça, une sorte un peu de hype énorme, et puis bien évidemment à un moment donné la bulle explose et on repart sur des fondamentaux un petit peu plus sains. Alors le Web 3, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, c'est deux choses, hein. Il va reculer finalement la digitalisation là où elle s'était un petit peu stoppée, hein. Alors par exemple, on peut imaginer qu'aujourd'hui, grâce au token, on peut digitaliser un immeuble, un bâtiment comme celui-ci.
Et puis également, comme je vous l'expliquerai, il y a des choses qui aujourd'hui, même si c'est du PDF qu'on va l'échanger avec des emails, ne sont pas véritablement digitaux. Par exemple, quand vous allez acheter un ordinateur, on va vous donner un ticket, c'est ce ticket qui sert finalement de contrat, et notamment de contrat de garantie. Bon, c'est pas digital, là, avec des NFT et les technologies de la blockchain, on va pouvoir digitaliser ça. Et puis également, c'est l'Internet de la valeur, puisque tout ce qui était digital, c'était très difficile d'arriver à valoriser quelque chose qui était digital, parce que c'est reproductible à l'infini, donc pas d'unicité, difficile à valoriser. Je reviendrai sur ces deux notions. Alors les promesses du Web 3, elles naissent aussi, et c'est moi ce qui me plaît beaucoup dans le Web 3, et c'est un peu la raison pour laquelle je me suis intéressé à cette nouvelle itération, c'est quelque part aussi une correction des défauts du Web 2. Donc on voit notamment en termes par exemple de sécurité, que le Web 2 n'est pas très sécurisé, puisqu'on crée des comptes. Je crois qu'en moyenne, on a 80 créations de comptes par personne. Donc on a comme ça créé des comptes sur des outils, et donc on se retrouve avec nos logins, passwords sur des outils qu'on utilise bien évidemment. On n'utilise pas les 80, mais dans tous les cas, on en a à peu près en moyenne créé 80. Ouais, donc tout ça, bien évidemment, induit des problèmes de sécurité. Je ne sais pas qui s'est déjà fait craquer sa carte bleue, mais je pense qu'on est dans cette salle assez nombreux. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Un problème également de centralisation. Donc on voit qu'il y a quelques acteurs, les fameux GAFAM, qui se sont accaparés quasi toute la valeur qui circule sur Internet. Donc là, le Web 3, justement, c'est une promesse aussi de décentralisation et donc de bypasser un peu ces GAFAM. On voit également une distribution de la valeur qui est très pauvre, finalement, dans le Web 2. Vous prenez un Google ou un Facebook, ces acteurs-là existent finalement grâce au contenu qu'on produit nous. Or, la rétribution, on n'en a pas. Voilà, alors la promesse, par exemple, de Google, du moteur de recherche, c'est faites du contenu, vous aurez peut-être une chance d'être bien positionné, et puis, en échange de ça, vous aurez quelques clics. Bon. En attendant, eux font des milliards grâce à nos contenus en vendant de la publicité ensuite. Donc on voit qu'il y a une redistribution de la valeur qui est relativement pauvre dans le Web 2, et le Web 3 est une promesse d'une meilleure répartition. Voilà, et puis ensuite, comme je disais, le Web 2 ne permet pas encore de valoriser des œuvres, notamment des œuvres numériques, et on va voir que dans le Web 3, on va pouvoir le faire, et je vous l'expliquerai à travers notamment des NFT. Alors l'infrastructure du Web 3, le Web 3 bien évidemment va s'appuyer sur une couche technologique, et c'est ce qui rend un petit peu le Web 3 actuellement compliqué, parce que c'est des couches techno qui sont beaucoup plus compliquées que celles du Web 1. Alors pour ceux encore une fois qui ont mon âge, quand on a démarré avec le Web 1, c'était un peu pareil, on parlait de TCP, PIP, de HTTP, de HTML, de paquets. Donc on parlait aussi, on utilisait un jargon technique qui n'était pas forcément toujours très compréhensible pour le commun des mortels. Et on retrouve un petit peu ce biais finalement dans le Web 3 quand on écoute des spécialistes du Web 3, on comprend absolument rien à ce qu'ils disent parce qu'ils s'expriment justement dans un jargon qui est très spécifique. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment la technologie je dirais, reine du Web 3, c'est la blockchain. Je vais tenter de vous expliquer rapidement ce que c'est. Là-dessus, on va pouvoir greffer également du smart contract qui va pouvoir... alors, ce n'est pas vraiment des contrats, mais dans tous les cas, c'est des codes informatiques qui vont auto-exécuter des règles que vous avez implémentées, notamment à travers des NFT. Je reviendrai sur cette notion. Bon, bien évidemment, tout ce qui est crypto-monnaie et les NFT. Et ensuite, on va retrouver donc des applications qui s'appuient sur ces technos. Donc, on va retrouver tout ce qui est applications décentralisées. Donc, on peut aujourd'hui imaginer un Facebook, d'ailleurs ça existe, qui est complètement décentralisé. Pourquoi décentralisé? Parce que les utilisateurs de ce média social ont un droit de vote sur l'avenir du média social. Donc, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le statut de la SCOP en France.
qui permet aux employés d'avoir une part sur les décisions qui sont prises, les décisions stratégiques de l'entreprise. Bon, là, on se retrouve un petit peu dans une scope, quelque part. Alors, bien évidemment, la DeFi, je pense que tout le monde a entendu parler de la DeFi, qui est la finance décentralisée. Donc là, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus de banque. C'est vraiment entre deux organismes financiers ou quelqu'un, un personnel qui investit et puis un organisme financier. Le wallet, qui va être la porte d'entrée du Web3. Donc je ne sais pas, qui c'est qui a déjà un wallet ici? Oui, donc déjà quelques utilisateurs du Web3. C'est vraiment la clé d'entrée pour commencer à effectivement s'acheter et manipuler des NFT, de la crypto-monnaie, etc. Bon, c'est aussi un peu la raison pour laquelle le Web3 n'est pas encore complètement démocratisé. Le wallet est quand même assez compliqué encore à utiliser. Donc j'espère que dans les prochains mois, il y aura des applications qui seront un petit peu plus, qui feront oublier cette complexité sous-jacente. Voilà, après on va parler des DAO, mais je passe vite, de la tokenisation des assets réels, physiques. Donc on peut imaginer qu'on va tokeniser comme ça un immeuble. Et puis tout ce qui est métavers, mais métavers, je mets ça de côté parce que c'est pas vraiment du Web3, même si les liens sont assez naturel. Alors, la blockchain, donc, qui est la technologie reine du Web3, et c'est pour ça qu'on parle d'un web qui est décentralisé, c'est que finalement, cette fameuse blockchain est une architecture décentralisée, distribuée. Donc si je vous prends l'exemple d'un paiement bancaire, imaginons que je veuille virer une somme d'argent à Juliette, là, qui est assise en face de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adresser à ma banque, la banque va vérifier que je suis bien Stéphane, que c'est bien Stéphane qui me donne l'ordre, que j'ai bien l'argent nécessaire pour pouvoir faire opérer le virement, et ensuite la banque va s'assurer que Juliette n'est pas une terroriste et qu'elle n'a pas des comptes planqués aux Bahamas. Bon, si toutes ces conditions-là sont réunies, le virement va s'opérer. Donc on voit que c'est centralisé, il y a des intermédiaires entre moi et Juliette, et bien évidemment on a l'impression que c'est digitalisé, mais ça ne l'est pas, puisqu'à un moment donné, il y a une intervention humaine qui va vérifier le virement et qui va l'exécuter. Dans la blockchain, on peut imaginer que ces intermédiaires-là sont remplacés par du code informatique. Donc je vais demander à faire un virement, c'est de la cryptographie, donc c'est vraiment du calcul informatique qui va faire finalement les mêmes vérifications que le banquier, mais de manière complètement automatisée. Donc beaucoup plus d'agilité, plus d'intermédiaires, et bien évidemment c'est beaucoup plus instantané et ça coûte moins cher. Alors il y a quand même des défis. Les gens qui vont faire tourner tous ces serveurs informatiques, qui eux-mêmes font fonctionner les algorithmes, c'est ce qu'on peut appeler des mineurs, et c'est eux qui, bien évidemment, gagnent une petite fees chaque fois qu'il y a une transaction. Et tout ça marche avec ce qu'on appelle des consensus. Donc vous avez probablement entendu parler de la preuve proof of work ou proof of stake, qui est deux formes de consensus, et c'est le consensus qui va permettre d'attribuer l'opération à tel ou tel mineur. Voilà, alors pour prendre un exemple, tenter de concrétiser ça, imaginons, c'est des raccourcis ce que je vous raconte, mais au moins j'espère que dans tous les cas ça vous donnera une vision un petit peu plus claire. Imaginez que là aujourd'hui, vous venez d'acheter un appartement et vous voulez donc faire établir votre acte de propriété par un notaire. Bon, vous devez vous adresser à un notaire, donc on voit que c'est une forme de centralisation et il y a un intermédiaire, en l'occurrence le notaire. Le notaire peut faire des erreurs. Il peut être soudoyé, il peut être véreux, on peut imaginer plein de choses. Et puis surtout, il est surbooké, donc c'est souvent des processus relativement longs. Et une fois que le notaire a fait son boulot, il va inscrire votre acte de propriété auprès du service de l'État, alors le cadastre ou d'autres, on peut imaginer d'autres registres. Bon, donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vraie vie. Avec le Web3, vous pouvez imaginer que l'acte de propriété, vous allez l'enregistrer sur la blockchain. Donc vous allez finalement, c'est un peu schématique, mais vous allez vous faire appel à un pool de notaires, ça serait les mineurs, que vous ne connaissez pas, qui sont répartis à travers le monde, et vous déposez en fait votre demande.
Et la demande, grâce à des consensus, encore une fois, consensus de travail, proof of work, proof of stake, va attribuer l'opération à tel ou tel notaire, qui va se charger donc d'établir l'acte de propriété, et d'autres notaires vont valider son travail. Si tout est conforme, l'acte de propriété va être inscrit dans la blockchain, qui est un registre distribué. Pourquoi distribué? Parce qu'un enregistrement des blocs de la blockchain vont être recopiés dans tous les ordinateurs de tous les, entre guillemets, notaires ou mineurs qui font tourner la blockchain. Donc là, vous voyez que c'est des opérations qui sont beaucoup plus sécures, il y a beaucoup plus de sécurité, parce que aller finalement faire des erreurs, c'est plus compliqué parce que c'est vérifié par d'autres mineurs, enfin en l'occurrence ici d'autres notaires. Bon, c'est un peu des raccourcis, hein, mais bon. Et c'est beaucoup plus, comment dirais-je, difficile, le système est beaucoup plus difficile à verrouiller parce que vous ne pouvez pas soudoyer un notaire que vous ne connaissez pas. Et puis même si vous le soudoyez, comme de toutes les manières l'opération va être vérifiée par d'autres notaires, c'est excessivement dur d'aller soudoyer toute la chaîne. C'est même quasi impossible. Voilà, donc c'est un peu l'idée de la blockchain, hein. Donc là, je vous ai pris un certificat, enfin un acte de propriété, mais on peut bien évidemment l'imaginer pour de la monnaie, pour plein d'autres actes, des diplômes, hein. Demain, on va avoir des diplômes sur la blockchain, et finalement, vos employeurs vont pouvoir quasi construire à la volée votre CV et s'assurer que ce que vous dites, c'est véritablement vrai, quoi. Beaucoup plus difficile dans le Web3 d'aller traficoter son diplôme. Alors, les tokens et les NFT, donc c'est ce qui va expliquer pourquoi finalement on arrive aujourd'hui à valoriser des biens numériques. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Donc là, on est, c'est un board app, peu importe, c'est un NFT d'une collection qui est très connue. Ne vous arrêtez pas sur l'image, on s'en fout, hein, ça pourrait être un tableau de Rembrandt virtuel. Bon, voilà, d'ailleurs, c'est pas tant l'image qui a été achetée, c'est l'accès à une sorte de communauté très VIP. On pourrait dire que c'est de la jet set 3.0 hein, quand on s'achète un board apps. Donc, pour vous, qu'est-ce qui explique le fait que dans l'image de gauche, c'était absolument impossible de valoriser finalement ce NFT, alors que grâce au Web3, on y arrive? Quelqu'un a la réponse? Tout simplement parce qu'on arrive à rendre unique une œuvre numérique. Jusqu'à présent, dans le Web 2, je crée ça peut être la plus belle photo au monde, je l'adresse à Frédéric. Qu'est-ce que je fais? J'adresse en fait, quand je l'adresse par email ou par je sais pas quoi, WhatsApp, qu'est-ce que je fais? Je lui adresse une copie. Ce n'est pas l'original que je lui adresse une copie. Frédéric va vous l'envoyer, il adresse une autre copie. Puis je peux moi-même décider de le copier pour l'envoyer et arroser tous mes potes. Donc on voit que finalement un fichier numérique peut être copié à l'infini, et il est impossible jusqu'à présent de dire tiens voilà quel a été le fichier original. Avec le Web3 et les NFT, on va pouvoir dire voilà cette photo, c'est vraiment la photo originale, donc c'est ce qu'on appelle un NFT, et on va backer ce NFT avec ce qu'on appelle donc le smart contract qui lui va être enregistré sur la blockchain. Et le smart contract va dire tiens cette photo elle peut être reproduite par exemple en 10 exemplaires, ou elle doit rester unique, ou on peut imaginer plein de choses, hein. On peut imaginer que je l'ai pris, je la revends, mais si elle est revendue, j'ai une commission qui va s'appliquer, qui va être automatisée, hein. C'est-à-dire que si voilà, Juliette achète ma photo et que Juliette la revend à Frédéric, automatiquement, moi qui ai créé la photo, je vais peut-être toucher 10%. Donc j'ai un accès aussi au second marché qui va se faire de cette manière. Donc voilà, donc on peut aujourd'hui valoriser des biens numériques, et c'est aussi très très intéressant pour des créateurs de contenu, c'est aussi très intéressant pour moi, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais j'espère que pas, mais par exemple pour des fake news, demain vous pourrez dire, tiens, telle information, grâce à un NFT, elle est estampillée de tel ou tel émetteur, de tel journaliste par exemple, et donc vous vous assurez que cette information a été émise par le journaliste en question.
Donc vous pouvez vous assurer que l'information est bonne. Après, on est d'accord, pas d'accord, peu importe, mais dans tous les cas, vous pouvez vous assurer que ce n'est pas une fake news. Voilà, donc on va parler de token et de NFT. Donc ce qui fait la différence, donc le NFT est un token, mais qui est dit non fongible. Pourquoi il est non fongible? Parce qu'il est justement unique. Si je vous échange un billet de 5 euros, vous voyez que c'est complètement fongible. On est chacun, si j'échange mon billet avec Juliette, on est chacun propriétaire des 5 euros, mais on n'est pas vraiment propriétaire du billet. Hein. Donc là, c'est parfaitement fongible. Donc on est dans le cas du token. Pour le NFT, je peux échanger un Rembrandt contre un Picasso parce qu'à un moment donné, les deux tableaux ont strictement la même valeur sur le marché, on va dire 1 million. Donc j'échange mon Rembrandt contre Picasso, mais on voit que dès le lendemain, les cours peuvent varier. Picasso peut perdre un peu de cote, et Rembrandt en gagner, peu importe. Donc on voit que là, les biens ne sont pas uniques et vont avoir des vies qui vont être différentes. Et donc c'est pas fongible, donc on parle de NFT. Voilà, et donc on peut imaginer, avec les tokens et les NFT, finalement, avoir des moyens de paiement, c'est ce qui existe déjà avec les crypto-monnaies et bien évidemment le Bitcoin. On peut avoir des droits d'usage, on peut imaginer des droits de propriété, des droits d'auteur, des droits de vote, des certificats d'authenticité, etc., etc. Donc on peut, comme je le disais, tokeniser aujourd'hui un immeuble et finalement se dire, tiens, voilà, cet immeuble, on en fait des parts de 100 euros. Et du coup, donner accès à des gens qui ne pouvaient pas investir dans l'immobilier. On peut comme ça aujourd'hui fluidifier l'accès à ce type de marché. Voilà. Alors quelques applications. Je vois que le temps passe, donc je vais tenter d'accélérer. Vous voyez que là aussi, grâce au Web3, on va pouvoir reculer un peu les limites de la digitalisation. Bon, j'ai pris un contrat de garantie quand on s'achète une voiture. Qu'est-ce que c'est? Finalement, alors même si aujourd'hui c'est digital sous la forme d'un PDF, en fait, ça n'a pas grand-chose de digital. Donc c'est pas très agile. Il y a des clauses, on ne les comprend rien. Il y a justement une durite qui pète. On retourne chez le garagiste, ils vont nous dire, ou le constructeur, non, mais finalement, ça, c'était pas dans la garantie. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui, si on tokenise une garantie, on peut, comme c'est complètement digital, y greffer des services divers et variés. Alors, si on a imaginé quelques-uns, mais là, c'est que l'imagination est la limite. Donc, on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Donc, bien évidemment, la garantie fait office de garantie, mais on peut imaginer aussi lier finalement ce token avec de l'IoT et suivre l'état du véhicule. Donc avoir des alertes en disant tiens, attention Stéphane, ta pompe à eau, elle semble plus en très bon état, tu devrais peut-être la faire vérifier. Le constructeur peut avoir accès au second marché. J'ai acheté une Porsche, j'ai une relation directe avec Porsche, ils me connaissent, je suis dans leur CRM, mais quelques temps après, je la revends à Juliette. Là, jusqu'à présent, Porsche était incapable de nouer une relation avec Juliette, ou enfin dans tous les cas, c'était excessivement dur. Avec le NFT, hop, je peux savoir que c'est le wallet. Alors, ce n'est pas forcément Juliette, parce que ça peut être anonymisé, mais dans tous les cas, je peux savoir que c'est le wallet de Juliette qui a acheté la Porsche. Et donc, peut-être l'inviter aussi à avoir une relation qu'elle acceptera ou pas. Après, ça, c'est la promesse marketing. Si ça lui donne envie, elle acceptera la relation. Si elle pense que ce n'est pas très intéressant, elle n'acceptera pas. C'est un peu comme de l'opt-in pour de l'email. Voilà, donc après on peut imaginer des programmes de fidélité, on peut même imaginer des primes de bonne conduite. Donc le NFT va enregistrer que vous respectez bien le code, que vous n'avez jamais eu d'accident, puis vous allez voir votre assureur. Et là, ça peut être une collab entre des constructeurs automobiles et des assureurs. Bon, pareil, un ticket, vous voyez, un ticket de concert. Aujourd'hui, vous avez un intermédiaire, c'est le producteur de tickets entre le musicien, par exemple, et ses fans. Donc tout ça, c'est pas très très agile, et donc on voit d'ailleurs plein de problèmes à travers les tickets qui peuvent être revendus au marché noir, qui peuvent être falsifiés, qui peuvent être perdus. Je crois qu'il y a eu au Stade de France, là, lors d'une finale d'un championnat d'Europe,
truc un peu catastrophique là l'an dernier, bon, avec des faux tickets qui circulaient. Donc on voit que c'est absolument pas très sécurisé, qu'au final, à l'ère du digital, ben, c'est pas super agile ces tickets. Ben, aujourd'hui, vous pouvez émettre des tickets en NFT qui vont avoir donc le rôle du ticket, hein, vous permettre de rentrer par exemple au concert, mais qui vont pouvoir là aussi, ben, comme c'est du digital, être greffés à énormément de services et qui peuvent être des services très intéressants pour des fans. J'ai participé 3 fois au concert de Frédéric. Frédéric voit que mon wallet a participé 3 fois. Il se dit, bah, tiens, Stéphane, c'est vraiment un fan. Bah, je vais l'inviter à un concert privé, par exemple. Donc là aussi, on peut nouer des relations marketing qui sont super intéressantes. Voilà, donc on peut vraiment effectivement repenser sa relation client et on le voit hein, notamment avec le programme Odyssée de Starbucks hein, qui retravaille justement ces programmes de fidélité qui aujourd'hui sont finalement très opaques, qui sont pas agiles, on ne sait jamais combien de points on a, quand est-ce qu'on doit les dépenser, à quoi ils nous donnent droit. Là, on va pouvoir avoir véritablement une individualisation de son programme de fidélité. Bah, tiens, moi je suis, je sais pas quoi, super fan de café latte. Bah, si Starbucks sort un nouveau café latte, peut-être qu'ils m'inviteront à le goûter en avant-première. Voilà, on peut avoir aussi des collabs super intéressantes qui sont en plus je pense, très à la mode et qui vont probablement même héberger en B2B. Donc là, c'est les CryptoPunks hein, qui ont collaboré donc, avec Tiffany, donc, qui ont produit les CryptoPunks sous forme de bijoux, hein, donc réels. Et donc c'était backé avec un NFT, c'est des collections qui ont super bien marché. Voilà, des expériences aussi, expérimentations de Decathlon qui ont vendu une série limitée hein, de paires de chaussures et qui ont backé ça avec du NFT qui donnait droit à pouvoir échanger avec un champion de freestyle. Et vous voyez les taux d'engagement qui sont donnés hein, par Decathlon sont plus de 70%, donc c'est quand même des taux d'engagement qui sont excessivement intéressants. Une autre initiative que je trouve absolument géniale, c'est celle de 20 minutes. Donc ils ont sorti il n'y a pas très longtemps un pendant dédié justement aux technologies Web3. Donc c'est vraiment un journal print. Et ils ont vendu des NFT et donc les possesseurs de NFT font partie du comité éditorial. Donc c'est eux qui vont pouvoir proposer des sujets, qui vont pouvoir voter et qui ont un petit intéressement par rapport au chiffre d'affaires qui est généré par ce journal Mint de 20 minutes. Voilà, notre cas de figure aussi, alors là qui est vraiment B2B, c'est Daher qui va utiliser la blockchain pour la traçabilité de toutes les pièces qui sont construites par des partenaires. Donc ils peuvent s'assurer que telle pièce qui va rentrer dans la construction d'un avion de Daher, que cette pièce-là n'a pas été faite au fin fond de la Chine, construite par des enfants mineurs. Pareil dans le domaine du vin, hein, on voit des applications de plus en plus intéressantes hébergées, avec notamment tout ce qui est authenticité et traçabilité du vin. Alors nous en France, ça ne nous concerne pas tellement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vins qui sont trafiqués, mais il faut savoir qu'en Chine, ils prennent du cheval blanc, ils vident la bouteille, ils le remplacent par de la piquette, ils remettent un bouchon, ils revendent ça au prix du cheval blanc. Bon, voilà, ça avec du NFT, normalement, on va pouvoir se prémunir de ce genre de petits trafics. Voilà, et puis d'autres applications, Beeple, hein, qui est un artiste numérique qui faisait des œuvres depuis fort longtemps, hein, bien avant le Web3. Alors c'était des œuvres qui étaient complètement gratuites, hein, qui distribuaient sur Twitter et sur d'autres médias sociaux. Et il avait vraiment un groupe de fans, donc il faisait ça à son temps libre. C'était pas un professionnel de la création, hein, c'est simplement une passion. Et puis il a vu arriver, émerger le Web3, et là il s'est dit, tiens, je vais pouvoir rendre mes œuvres authentiques. Et il a bien compris également les rouages du Web3. Donc il s'est dit, de toutes les manières, moi jusqu'à présent, mes fans avaient l'habitude d'obtenir mes créations gratuitement, donc je ne vais pas pouvoir les vendre très cher, parce que je ne peux pas passer de 0 à j'en sais rien, à 40 000 $.
Donc il a joué sur le second marché. Il a revendu ses créations numériques très très peu chères, quelques dollars. Par contre, dans le smart contract du NFT, il a dit si jamais l'œuvre numérique est revendue, je touche 10, 15, 20%. Il est devenu millionnaire grâce à ses reventes en second marché. Voilà, et puis d'autres opérations, là c'est Gucci, d'ailleurs je vous invite à aller voir un peu ce qu'ils font, parce qu'ils sont très avancés sur le Web3, et c'est assez inspirant, et donc là aussi, hein, ils arrivent grâce à ces technologies, et notamment au NFT, à les fédérer des communautés de fans, et donc les engager à travers des bouffes, des voyages, des choses un peu en primeur qui leur permettent de communiquer, de co-construire avec leur communauté. Et puis une dernier exemple qui est l'exemple de PMU, donc, qui s'appelle Stables, que je trouve absolument génial. D'ailleurs, on l'a eu en live, on fait quelques lives là, avec un ami sur LinkedIn, sur des initiatives Web3. Et là, on voit que finalement, ça a permis au PMU de complètement se décloisonner. Alors, le client de PMU, c'était... je crois qu'il faut que je m'arrête. Bon, enfin, dans tous les cas, grâce à cette initiative, on voit qu'ils ont finalement intéressé des gens qui n'étaient absolument pas dans la cible naturelle du PMU, et ils sont surtout arrivés à s'internationaliser, puisqu'aujourd'hui, ils ont des clients un peu à travers le monde, donc ils se sont internationalisés grâce au NFT. Voilà, bon, mais je crois que mon temps est malheureusement imparti, j'ai un peu dépassé. Est-ce qu'on a le temps pour deux, trois questions ou pas du tout? Du tout? Bon, désolé, je reste dans les couloirs. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci pour votre présence.